Parfois, celui qui sauve une famille n'est pas celui qui a toutes les réponses, mais celui qui apporte tranquillement le dîner. Quand un père célibataire fatigué a embauché une veuve pour cuisiner pour ses 7 enfants, il s'attendait à des repas chauds. Mais ce qu'il a reçu, c'est un pardon apaisant et une seconde chance en amour à chaque repas. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, ne perdez pas une seconde. Abonnez-vous dès maintenant. Commençons. La bouilloire siffla, puis se tut comme si elle abandonnait, attendant qu'on la remarque. Marceau Brody ne bougeait pas, assis au bord de la table de la cuisine, les coudes posés sur le bois de cèdre usé. Il regardait par la fenêtre embuée le champ de foin gelé. Le vent de mars soufflait contre les planches de la ferme provençale, faisant cliqueter les bardeaux lâches et lui rappelant que le printemps était encore en retard. Derrière lui, 7 bols de céréales dépareillées étaient alignés de travers sur le comptoir. Certains étaient à moitié vides, d'autres intacts, le lait déjà tiède. « Prenez vos bottes », aboya-t-il en direction du couloir. « Le bus sera là dans 10 minutes. » Une ruée d'enfants et de disputes retentit dans l'escalier. Élodie pleurait parce qu'elle ne trouvait pas sa brosse à cheveux. Les jumeaux se disputaient la dernière banane. Mathis, son aîné décédé, silencieux comme toujours, traînant derrière le chaos comme une ombre. Marceau ne leva pas les yeux. Il se contenta de siroter son café noir amer et de laisser le bruit le traverser comme du brouillard. Cela faisait 2 ans, 4 mois et 11 jours que les rires avaient disparu. Depuis le matin où il assit à côté du lit d'hôpital de sa femme, serrant ses doigts froids tout en essayant de faire des promesses qu'il savait ne pas pouvoir tenir, comme « je les protégerai », comme « je ferai en sorte qu'ils continuent de sourire ». Mais certaines promesses meurent lorsque la personne à qui vous les avez faites cesse de respirer. Ce matin-là, comme tous les autres, s'écoulait à un rythme mécanique. Le bus est arrivé. Les enfants sortirent par la porte avant, emmitouflés et se chamaillant, et Marceau se retrouva à nouveau seul dans une maison qui résonnait trop. Il se tourna vers l'évier et fixa les assiettes incrustées de la veille. Il y avait eu des spaghettis, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Une légère odeur de sauce tomate brûlée flottait encore dans l'air. Il frotta une casserole sans enthousiasme, puis abandonna à mi-chemin et fit couler de l'eau dessus l'eau. C'est alors qu'il vit le mot sur le frigo. Réunion avec Calen reportée à 14 h. N'oublie pas d'apporter les documents pour le zonage. Paul, c'est bien ça. L'agrandissement de la grange, les permis, la vie continuait. Le problème, c'est que lui, il n'avançait pas. Ce soir-là, le dîner était encore en retard. Élodie était assise à table, silencieuse, en train d'éplucher un morceau de fromage. L'un des jumeaux avait mal au ventre. Les plus jeunes garçons essayèrent de réchauffer une pizza surgelée au micro-ondes, mais la pâte était dure comme du carton. La petite dernière de la famille, Léa, 6 ans, leva les yeux de sa chaise et murmura « On pourra manger un vrai repas demain ». Ken serra les mâchoires. Il voulait répondre sèchement, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de ça, il s'éclaircit la voix et marmonna « Je trouverai une solution ». Plus tard dans la nuit, après que tout le monde se fut couché, il s'assit seul dans le salon, la lueur du feu de cheminée jouant sur les visages, encadrés au-dessus de la cheminée. Sa femme, Marianne, était si radieuse ce jour-là, pieds nus dans l'herbe, le bébé Penny sur la hanche, son rire figé à jamais dans ce cadre. Il se leva, le cœur battant à tout rompre, partagé entre le chagrin et la culpabilité, et se dirigea vers son bureau. Il sortit un bloc-notes jaune et gribouilla 2 mots en haut de la page. Cuisinier recherché. Il hésita, puis ajouta « À temps partiel, famille de 8 personnes, doit être capable de gérer le chaos.
salaire négociable, début immédiat. En dessous, il inscrivit son numéro, sans rien ajouter. Pas de fioritures fleurs, aucune chaleur, juste un homme trop fatigué pour expliquer pourquoi il ne pouvait plus tout faire. Le lendemain matin, il a accroché le papier sur le tableau d'affichage à l'extérieur du magasin d'alimentation animale en ville. À midi, 2 appels avaient été reçus. L'un a raccroché après avoir entendu 7 enfants. L'autre semblait jeune et enjoué, jusqu'à ce qu'elle réalise que le poste n'offrait pas de logement gratuit ni de prime. Il a arrêté de vérifier son téléphone. Au coucher du soleil, il était de retour à faire brûler des œufs brouillés. Ce n'est que le mardi matin qu'on frappa à la porte arrière, avec fermeté, poliment et de manière inattendue. Marceau ouvrit prudemment, s'attendant à voir un autre vendeur ou un travailleur social. Au lieu de cela, une femme se tenait là, vêtue d'un manteau bleu pâle et d'une écharpe tricotée à la main, serrant un sac en toile. Ses cheveux étaient d'un auburn foncé, tressés lâchement sur une épaule, et ses yeux étaient d'un vert gris stable, comme des galets mouillés. « J'ai vu votre note à l'épicerie », dit-elle d'une voix calme, mais claire. « Je suis ici pour le poste de cuisinier. » Il la fixa du regard, essayant de comprendre ce moment. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de sortir d'une autre vie, une qui n'avait pas été brûlée par la perte. « Je n'ai pas le temps pour des essais ou des flatteries, » dit-il. « Tu vois 7 enfants. Aucun n'est difficile, mais ils ne sourinent pas beaucoup. Moi non plus. » Elle sourit quand même. « Je ne suis pas ici pour être aimée, » répondit-elle. « Je suis juste ici pour cuisiner. » Cela le fit hésiter. Il s'écarta lentement. « La cuisine est là-bas. Fais de ton mieux. » Elle entra, ôta son manteau et demanda où était la fleur. 30 minutes plus tard, la cuisine sentait le beurre et la cannelle. Marceau ne dit rien. Il resta debout, au bout du couloir, les bras croisés, observant cet inconnu dans sa cuisine, cassant des œufs, pétrissant l'appât, fredonnant doucement. Les enfants rentrèrent à la maison, attirés par l'odeur. Ils écarquillèrent les yeux. Même Mathis était figé sur le seuil, l'air un peu perdu. « C'est quoi ça ?» demanda Élodie en tirant sur la manche de son père. Il ne répondit pas. Il n'en avait aucune idée. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, les 7 enfants s'assirent pour manger un repas chaud. Et pendant quelques minutes, il n'y eut ni se dispute, pas de pleurs, pas de regards vides fixés sur les assiettes. On mâchait en silence, on se resservait, et il y eut un regard entre Marceau et la femme Delphine Renaud, qui dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Pas d'attirance, pas encore, mais quelque chose d'autre, une possibilité. Le soleil matinal se levait derrière les peupliers, baignant les champs couverts de givre d'une lumière dorée. Callen Brody s'était levé avant l'aube, comme d'habitude. La journée s'annonçait sans surprise, jusqu'à ce qu'elle le devienne. La femme était de retour. Il l'aperçut, à travers la fenêtre de la cuisine, marchant péniblement sur l'allée de gravier, avec le même sac en toile usé en bandoulière sur l'épaule. Elle s'arrêta à la barrière, jeta un coup d'œil en arrière vers la longue route derrière elle, puis entra comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Marceau ouvrit la porte moustiquaire arrière avant qu'elle n'ait le temps de frapper. « Je ne pensais pas que tu reviendrais, » dit-il. Delphine se précipita et leva les yeux vers lui, le regard aussi ferme que toujours. « Tu n'as pas dit que je ne pouvais pas, » répondit-elle. Il s'écarta à nouveau. Pas de discussion, pas de politesse. Elle entra. La cuisine sentait encore la cannelle des brioches qu'elle avait préparées la veille, dont la moitié avait mystérieusement disparu pendant la nuit. Elle posa son sac sur le comptoir, l'ouvrit et en sortit un cahier de recettes, usé au point que les bords étaient recourbés comme de la croûte de pain. Marceau le regarda. « Tu comptes rester un moment ?»« J'essaye, dit-elle.
Tu le sauras à la fin de la semaine. » Il acquiesça d'un signe de tête. « D'accord. » Puis elle sortit un carré de tissu plié, un dessin d'enfant brodé sur un torchon. Marceau regarda de plus près. Une petite maison bleue, un soleil orange vif et 3 bonhommes stylisés. Elle le glissa dans la poignée du four sans un mot. Ce n'était pas pour décorer, c'était pour offrir. Il ne posa pas de questions. Les enfants arrivèrent juste après 3 coups de bottes de neige sur le porche, leur voix s'élevant comme une meute de chiens sauvages. Delphine ne surprit pas. Au lieu de cela, elle s'essuya les mains sur son tablier et les salua chacun par leur prénom qu'elle avait déjà mémorisé. Même Mathis, ils clignèrent des yeux, comme si elle était un fantôme auquel ils n'étaient pas sûrs de croire. « Bonjour, Mademoiselle Renaud Isley, » dit doucement. Les autres marmonnèrent un bonjour. Elle se pencha vers eux, légèrement, baissant la voix. « Il y a du pain de maïs dans le four et du chili sur la cuisinière. Mais si vous ne vous lavez pas les mains d'abord, je cache les bonnes cuillères. » Ce n'était pas une menace, c'était un code. Les enfants sourirent. Même Mathis eut un petit sourire en coin, juste un clin d'œil. Mais Marceau le vit. Le dîner se déroula dans le calme, non pas par gêne, mais plutôt dans une atmosphère sereine. Le chili était fumé et savoureux. Le pain de maïs était moelleux et à peine sucré. Personne ne se resservit, car tout le monde avait pris 3 fois. Marceau remarqua que Delphine ne mangeait pas. Elle se servit une tasse de café, puis se leva et se posta près de la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine, le regard perdu à l'horizon. Lorsque les enfants eurent débarrassé la table sans qu'on leur demande, il s'approcha d'elle. « Tu restes toujours debout quand les gens mangent. » Elle haussa les épaules. « Parfois, ça dépend de combien j'ai besoin de me rappeler où je suis. » Il pencha la tête, essayant de lire entre les lignes. « Tu veux dire que tu n'es pas habitué à des endroits comme celui-ci » Elle croisa son regard. « Je ne suis pas habitué à rester. » Ce soir-là, une fois les enfants endormis et la vaisselle faite, Marceau s'attarda dans le couloir plus longtemps que d'habitude. La maison ne craquait pas autant. Ou peut-être qu'il ne l'entendait pas à cause du silence dans sa tête. Delphine était en train de ranger son sac fourre-tout lorsqu'il revint dans la cuisine. « Tu pars ? J'avais dit que je serais là cet après-midi, » répondit-elle. « Je reviendrai demain, à la même heure. » Il a croisé les bras. « Où vas-tu ? J'ai loué une chambre, au-dessus de la librairie d'occasion sur Birch. » Une pause. C'est calme. Pas de cuisine. Marceau a jeté un coup d'œil au frigo. « Tu cuisines pour 8 personnes et tu rentres chez toi pour réchauffer une soupe au micro-ondes. » Delphine a souri. Le micro-ondes s'est cassé. Il ne lui a pas proposé de rester manger. Elle n'a pas demandé. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, il se surprit à dire « Laissez la lumière allumée sous le porche. » Elle se retourna et son regard trahissait une gentillesse trop grande pour un simple moment. « La mienne aussi, » dit-elle. Puis elle partit. Le lendemain matin, elle arriva tôt, trop tôt pour quelqu'un qui ne travaille que l'après-midi. Marceau ouvrit la porte vêtu d'un t-shirt délavé et d'un jean encore groggy, les bottes délacées. « Tu as dit l'après-midi, j'ai fait des biscuits, » dit-elle en brandissant un plat recouvert de papier aluminium. Je n'arrivais pas à dormir. Il s'écarta à nouveau. Cela devenait une habitude. Elle se déplaçait avec une efficacité tranquille. Sa présence était plus un rythme qu'une intrusion. La cuisine se réchauffait. L'air se remplissait d'une odeur de cheddar et d'herbes aromatiques. Il buvait son café à table, la regardant couper des pêches sans baisser les yeux, les mains bougeant, comme si elle avait fait ça 1000 fois, avec amour, pas par habitude. « Pourquoi tu cuisines ?» demanda-t-il soudainement. Elle ne leva pas les yeux. « Parce que je ne pouvais pas réparer ce que j'avais perdu, mais je peux nourrir ce qui a encore faim. » Ce n'était pas juste une réponse, c'était une confession. Marceau ne savait pas comment répondre. Alors,
Il ne dit rien. Lorsque les enfants descendirent pour le petit déjeuner, les assiettes étaient déjà sur la table. Léa s'exclama en voyant les pêches découpées en petits cœurs. « Tu as fait ça juste pour nous ?» Delphine s'agenouilla à côté d'elle. « Juste pour vous. » Ce jour-là, les enfants rirent à nouveau pour rien et pour tout. Callen se tenait sur le seuil, les regardant, les bras croisés, mais le cœur un peu plus ouvert qu'avant. Il ne souriait toujours pas, mais il ne détournait pas non plus le regard. Les matins changeaient lentement, tranquillement. Cole et Brody le remarquèrent d'abord, à la façon dont la bouilloire ne sifflait plus toute seule. Delphine Rann avait pris l'habitude d'arriver plus tôt, puis avait accepté plus tôt que prévu. Elle apportait toujours quelque chose de chaud, dans du papier aluminium, et quelque chose de frais dans les yeux. Ce mardi-là, elle a apporté des scones aux pommes. Ils ne sont pas sucrés, a-t-elle prévenu en déballant le moule. Mais ils sont authentiques. Marceau ne savait pas ce que cela signifiait, mais il sentait l'automne, comme les choses, qui méritent d'être gardées en mémoire. Il la regardait se déplacer dans la cuisine, comme si elle y avait toujours été. Elle ne demandait plus où se trouvaient les choses. Elle avait trouvé son rythme mesuré, doux, efficace. La cafetière bouillait sans déborder. Les œufs ne brûlaient pas. L'air n'était plus chargé de cette odeur aigre de désespoir qui régnait quand c'était lui qui cuisinait. Les enfants descendirent un par un, encore en chaussettes dépareillées et les cheveux en bataille. Mais leurs épaules semblaient plus légères. Léa sautillait même. « Tu es revenu !» s'écria-t-elle en se précipitant pour enlacer Delphine par la taille. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Delphine sourit en écartant une boucle du front de Léa. Mathis entra le dernier, comme toujours, grand pour son âge et plus vieux qu'il. Il fit un signe de tête à Delphine, mais ne dit rien. Elle se contenta de poser un scone dans son assiette et de se retourner vers la cuisinière. Pas de cajolerie, pas de commentaires, pas d'attente. Le petit déjeuner se déroula dans un calme plat. Les enfants mâchaient leurs blagues beurrées. Callen était assis à table, mais ne mangeait pas. Il sirotait simplement son café et observait ses enfants. Il observait Delphine. Il observait une version de la vie qu'il n'aurait pas osé imaginer 2 semaines auparavant. Lorsque le bus s'éloigna sur la longue allée de gravier et que la maison redevint silencieuse, il s'éclaircit la gorge. « Tu as toujours aimé les matins ?» Delphine leva les yeux de la vaisselle qu'elle rinçait. « Non, mais j'aime commencer tôt. Ça laisse plus de temps pour arranger les choses. » Il ne répondit pas, mais le coin de sa bouche trembla. Elle le remarqua, mais ne dit rien. Cet après-midi-là, Delphine revint avec un panier de courses, des herbes fraîches, de la semoule de maïs, un pain dense et fait maison. Marceau s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés. « T'avais pas besoin d'apporter tout ça. » Elle leva les yeux du sac. « C'est fallait pas. C'est moi qui paye les ingrédients. » Il n'aimait pas devoir de la dette, mais quelque chose dans sa façon de le dire rendait difficile de discuter. Au lieu de ça, il dit « T'as déjà pensé à ouvrir une boulangerie ou quelque chose comme ça? J'en avais une avant. » Elle ne développa pas. Il n'insista pas. Le dîner ce soir-là était composé de poulet rôti et de haricots verts sautés à l'ail et au citron. Mathis piquait dans son assiette, en silence. Les autres enfants dévoraient leurs yeux. Marceau remarqua l'immobilité de son fils, qui regardait à travers son assiette plutôt que dans son assiette. À la fin du dîner, Delphine tendit un torchon à Mathis. « Aide-moi à essuyer. » Il hésita, puis se leva lentement. Marceau retenait son souffle, mais n'intervint pas. À l'évier, ils travaillaient côte à côte, silencieux, comme la pluie sur un toit. Delphine ne fit pas la conversation. Elle lui tendait les assiettes d'une main ferme et chaleureuse, et il les essuyait une à une. Au bout d'un moment, elle lui demanda sans le regarder «
Tu aimes construire des choses. Mathis haussa les épaules. J'ai vu le train, en bois sur l'étagère, à l'étage. C'est à toi. Il acquiesça. Je construisais des avec mon père, dit-elle. On ne parlait pas beaucoup non plus, mais nos mains, elles, parlaient. Mathis marqua une pause. Maman disait ça aussi. Delphine le regarda tendrement, sans insister. Elle ressemble à quelqu'un que j'aurais aimé. Mathis ne répondit pas, mais lorsque la dernière assiette fut empilée, il ne partit pas en courant. Il resta là un instant, puis murmura. Elle faisait des biscuits à la cannelle, pas les biscuits habituels, les biscuits chauds. Delphine acquiesça une fois, comme si elle recevait les instructions d'une recette sacrée. Je les ferai jeudi, puis murmura. Elle faisait des biscuits à la cannelle, pas les biscuits habituels, les biscuits chauds. Delphine acquiesça une fois, comme si elle recevait les instructions d'une recette sacrée. Je les ferai jeudi. Et tout simplement, une fissure apparut dans le mur. Plus tard, après que les enfants furent couchés, Marceau s'assit dans le fauteuil et fixa le feu. Delphine se tenait dans l'embrasure de la porte, son manteau sur le bras. « Mathis ne parle pas beaucoup, dit-il. J'ai remarqué, mais il écoute toujours. Il observe toujours, je sais. » Il leva les yeux vers elle. « Tu es doué pour ça. » L'expression de Delphine s'adoucit. « Pourquoi ?» Pour donner envie aux gens de rester à table. Elle déglutit en baissant les yeux. Sa voix baissa d'un octave. Ça n'a pas toujours été le cas. Marceau pencha la tête. Que s'est-il passé? Delphine croisa son regard. Il y avait quelque chose de calme et de profond dans ses yeux, comme une tempête qu'elle avait déjà surmontée. Mon fils est né prématurément, il y a 3 ans. Il n'est pas resté. La pièce se figea un instant, et pas à cause du vent de Provence qui soufflait dehors. Marceau ne dit rien, ne sachant pas quoi dire. Il se contenta d'acquiescer profondément, avec le poids d'un homme qui savait aussi comment le chagrin peut bouleverser une vie. Puis il dit simplement « Revenez demain ». Delphine sourit. J'allais le faire. Le lendemain matin, Marceau se réveilla avec une odeur de cannelle. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur de descendre. La journée commença comme la plupart des autres, avec du givre sur les fenêtres et des bottes éparpillées sur le porche. Marceau Brody remarqua à peine la date lorsqu'il signa l'autorisation pour l'école, versa des céréales racisses dans 3 bols dépareillés et noua les chaussures de son fils de 6 ans d'une seule main, tout en buvant son café de l'autre. Delphine ne devait rentrer que dans l'après-midi. La maison semblait plus lourde sans elle, pas plus bruyante, juste plus vide. Marceau mit ça sur le compte de l'habitude. On s'habitue au calme, même s'il est temporaire. À 7h45, le bus démarra. 7 petits visages collés aux vitres embuées faisaient un signe de la main. L'un d'eux ne le fit pas. Il s'en rendit compte trop tard. En milieu de matinée, Marceau était de retour à la grange, aux prises, avec un radiateur cassé pour les chevaux. Le vent s'était levé, et le genre de vent qui transperçait le Donim et lui donnait envie que le printemps arrive, ou d'avoir un bricoleur à plein temps. Mais les souhaits, c'était pour ceux qui avaient le temps. Son téléphone vibra, un message de Delphine. « T'as besoin de quelque chose au magasin? Je prépare quelque chose de spécial pour ce soir. » Il fixa le message. Quelque chose dans la formulation lui serra la poitrine, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il répondit « Non, merci ». Puis il rangea son téléphone dans sa poche et se remit à bricoler de ses mains, car bricoler avec son cœur était plus compliqué. Delphine arriva à 3 heures, pile les joues roses à cause du vent, les bras chargés de courses et de quelque chose enveloppé dans un tissu bleu. « Je me suis arrêtée chez Rose la boulangère », dit-elle avec désinvolture en sortant une boîte du sac. « J'ai pensé qu'on pourrait faire un petit plaisir ce soir. » Marceau ouvrit la bouche pour demander, mais elle était déjà en train de couper des pommes, de faire chauffer du beurre et d'éplucher des pommes de terre
avec un rythme qui était devenu son propre langage. Il ne vit pas la petite carte qui dépassait de la boîte. Corner, joyeux 10e anniversaire, Isley, était-il écrit d'une écriture enfantine. Les enfants se précipitèrent par la porte d'entrée à 15h45, dans leur habituel tourbillon de sacs à dos et de voix. Delphine les salua chacun comme s'ils revenaient d'un voyage, leur distribuant des tranches de fruits et leur posant des questions sur leurs tests d'orthographe. Élodie s'assit tranquillement à la table de la cuisine. Ses joues étaient rouges, mais ses yeux n'avaient pas leur éclat habituel. Delphine le remarqua en premier. Marceau ne s'en aperçut pas avant qu'elle lui murmure quelque chose qui le fit sursauter. Je sais qu'elle ne s'attendait pas à une fête, mais l'oubliait complètement. Ce n'est pas ton genre. Marceau cligna des yeux. De quoi tu parles? Delphine leva les yeux, fronçant légèrement les sourcils. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'Élodie. Les mots le frappèrent, comme un coup de poing dans le ventre. Il se tourna vers sa fille, qui était maintenant assise, en train de tracer, le leva les yeux, fronçant légèrement les sourcils. C'est l'anniversaire d'Élodie aujourd'hui. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Il se tourna vers sa fille, qui était maintenant assise en train de tracer le bord de son assiette avec son pouce, essayant de ne pas avoir l'air déçu. Élodie. Marceau s'éclaircit la gorge. Pourquoi tu n'as rien dit ce matin? Elle haussa les épaules. Je ne voulais pas être problème. Cela le toucha encore plus. Colin était tellement pris par l'entretien, la logistique et la survie. Il avait oublié la seule chose que Marianne avait toujours protégée, le sentiment d'être vu des enfants. Élodie avait laissé passer la matinée sans un mot, parce qu'elle avait déjà compris que ses besoins n'étaient plus une priorité. Le dîner fut servi tôt ce soir-là. Delphine mit la table, avec plus de soin que d'habitude. Elle ajouta des serviettes en tissu, sortit le pichet, en porcelaine, ébréché, que personne n'avait utilisé depuis la mort de Marianne, et plaça une petite fleur sauvage au centre, malgré le gel. Elle prépara du porc, au sucre brun, une purée de pommes, de terre au beurre, et des pommes chaudes sautées à la cannelle et au clou de girofle. Quand Élodie s'assit, elle avait l'air confuse. Lorsque Delphine posa un petit cupcake devant elle avec une seule bougie, elle semblait stupéfaite. Mais lorsque Marceau s'assit en face d'elle, fit glisser une petite figurine de cheval sculptée à la main sur la table et dit doucement « Je l'ai faite la semaine dernière, juste pour toi ». Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu t'en es souvenu ?» murmura-t-elle. Il aurait pu mentir. Il aurait pu prétendre qu'il attendait pour lui faire une surprise. Mais les mensonges n'avaient plus leur place à table. « Non », répondit-il honnêtement, « mais j'aurais dû. » Et pour une fois, la vérité ne gâcha pas le moment. Elle le racheta. Plus tard dans la soirée, après avoir fait la vaisselle, raconté des histoires et mangé trop de parts de gâteau, Delphine se tenait près de la porte arrière, enfilant son manteau. Marceau s'approcha d'un pas, hésitant. « Merci », dit-il. Elle ne se retourna pas. Elle avait besoin de sentir que quelqu'un pensait à elle. J'aurais dû être cette personne. Delphine jeta un coup d'œil en arrière, la voix basse mais chaleureuse. « Tu fais des efforts. C'est plus important que tu ne le penses. » Il la regarda maintenant pleinement, contemplant la femme qui était entrée dans sa cuisine 2 semaines auparavant avec rien d'autre que des recettes et son silence, et qui, d'une manière ou d'une autre, avait réécrit l'atmosphère émotionnelle de toute la maison. « J'ai oublié l'anniversaire de ma fille, » dit-il, presque pour lui-même. Delphine l'observa un instant. « Mais c'est toi qui lui as sculpté quelque chose à la main quand personne ne regardait. Ce n'est pas oublier, c'est être enfoui. » Marceau déglutit difficilement. Enfoui dans quoi? Elle le fixait, avec chagrin, culpabilité, peur. Il ne pouvait pas répondre, mais il ne le nia pas non plus.
Le lendemain matin, Élodie se réveilla tôt pour préparer son déjeuner. Un sandwich au beurre de cacahuètes, des fraises coupées en tranches et un petit mot plié glissé dans son sac qui disait « Tu n'es pas un problème, tu es un cadeau ». Papa Marceau n'en fit jamais mention, mais quand elle le serra plus fort que d'habitude, il savait qu'elle l'avait lu. Et peut-être, juste peut-être, que c'était la première chose qu'il avait bien faite depuis très, très longtemps. Le ciel commença à s'assombrir en fin d'après-midi, plus tôt que d'habitude. Un lourd silence régnait sur la ferme, épais et électrique, comme si les nuages eux-mêmes retenaient leur souffle. Delphine leva les yeux de la planche à découper, interrompant son travail, les mains couvertes de farine. « Un orage arrive », murmura-t-elle. Marceau était penché sur un loquet mal fermé de la porte arrière et leva à peine les yeux. Le temps en Provence n'est jamais très poli. Elle se dirigea vers la fenêtre. Au loin, des éclairs clignotaient derrière les arbres, pâles et silencieux pour l'instant. « Je devrais rentrer tôt », dit-elle en s'essuyant les mains. « Non », répondit instinctivement Marceau, puis se reprit. « Attends que ça passe. Les routes sont impraticables ici après 10 minutes de pluie. » Delphine hésita en scrutant l'horizon. « Je ne veux pas t'imposer. Tu nourris la moitié de mon comté, » dit-il, sans la regarder. « Je pense que tu as mérité ton souper. » Elle sourit doucement, puis se remit à pétrir la pâte pour la tourte au poulet. « Alors j'en ferai plus. » Quand les enfants entrèrent en courant à César, le tonnerre grondait déjà au loin dans les collines. L'odeur du beurre, du thym et du poulet rôti emplissait la cuisine comme une couverture chaude. Léa s'accrocha immédiatement à la jambe de Delaine. « Il va y en avoir un gros ?» demanda Delphine, en s'agenouillant à côté d'elle. « Un gros orage, oui, mais cette maison est solide. Promis. » Elle enlaça doucement la petite fille. « Je ne serais pas ici si ce n'était pas le cas. » La pluie se mit à tomber dru. À 17h30, le vent hurlait sous les avant-toits. Les branches des arbres frottaient contre les fenêtres de l'étage et l'eau s'infiltrait lentement par la jointure, au-dessus de la porte arrière. Le courant vacilla une fois, puis une autre, avant de finir par disparaître. La cuisine devint silencieuse, à l'exception du bruit de la pluie qui martelait le toit et du grondement lointain des arbres qui pliaient Ulpein sous le poids de la neige. Élodie allaita. L'un des jumeaux poussa un cri. Léa se précipita dans les bras de Delaine et enfouit son visage dans le tablier qu'elle avait déjà taché de croûtes de tarte. Marceau alluma une lanterne sans dire un mot. La lueur était douce et ambrée, pas tout à fait stable. « Montez à l'étage, » dit-il calmement. « Apportez vos couvertures, vous tous. » La tempête se déplaçait vers l'est, mais le pire était maintenant au-dessus de leur tête. Delphine resta derrière pour couvrir la nourriture et rassembler des provisions. Lorsqu'elle les rejoignit à l'étage, les enfants étaient déjà blottis dans un couvert sur le sol de la chambre principale. Les lampes de poche qui clignotaient contre le plafond. Ken était assis contre le mur du fond, les bras posés lâchement sur ses genoux. La tension dans ses épaules était évidente, même dans l'ombre. Delphine entra silencieusement et lui tendit une serviette pliée pour le rebord de la fenêtre qui fuyait. Il acquiesça, l'acceptant avec un marmonnant « Merci ». Elle s'est laissée tomber sur le sol à côté des enfants. Léa s'est immédiatement glissée sur ses genoux, frissonnante. « Moi aussi j'avais peur des orages », a dit Delphine doucement, en écartant les mèches humides du front de Léa. « Qu'est-ce qui t'a fait arrêter ?» a demandé Élodie. Delphine a esquissé un sourire. « Quelqu'un que j'aimais m'a dit d'écouter, au lieu d'avoir peur, d'écouter ce qui se dit dans le silence, après le bruit. » Marceau observait de l'autre côté de la pièce. La lumière vacillante éclairait le profil de Delaine, calme, solide, maternel, d'une manière qui n'avait rien de forcé. Les enfants lui ont répondu, pas parce qu'elle le leur avait demandé, mais parce qu'elle leur offrait un refuge
sans rien demander en échange, et ça le rendait nerveux, parce que le refuge, c'était dangereux. Il s'est levé et a quitté la pièce sans un mot. Delphine l'a retrouvé 10 minutes plus tard dans la cuisine, regardant fixement la tarte à moitié recouverte sur le comptoir, les épaules raides, une main appuyée sur le bord de l'évier. « Ça va » a-t-elle demandé. Il ne s'est pas retourné. Cette maison était bruyante pendant les tempêtes. Delphine n'a rien dit. Il a continué. Marianne sortait les jeux de société et les couvertures. On campait dans le couloir. Elle demandait « Ça va ?» « Il ne ça va ?» demanda-t-elle. Il ne se retourna pas. Cette maison était bruyante pendant les tempêtes. Delphine ne dit rien. Il continua. Marianne sortait les jeux de société et les couvertures. On campait dans le couloir. Elle transformait les bougies en châteaux. Les enfants riaient, même quand les arbres hurlaient. Il fit une pause. Je ne les ai plus jamais entendus rire pendant une tempête depuis. Delphine s'avança dans la cuisine, mais ne dit rien. Marceau finit par se retourner, et ses yeux, d'habitude calmes et vigilants, étaient brisés ce soir-là. J'ai l'impression de les laisser tomber tous. Elle croisa son regard. Ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire d'Élodie. Tu t'en es souvenu le lendemain. Ce n'est pas pareil. Non, dit-elle doucement. Mais le chagrin, non plus. Il n'est pas linéaire. Le vent fit à nouveau claquer les fenêtres, plus fort cette fois, comme un avertissement. Marceau leva les yeux vers elle. « Tu restes ?» Delphine leva légèrement le menton. « Si tu me le demandes comme ça, alors oui, acquiesça-t-il. Et puis, après un long silence, il dit la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. « Reste nuit, le canapé est à toi. » Delphine l'observa attentivement, avec respect. « Merci, dit-elle. Je m'occupe du petit déjeuner. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent enfin endormis et que le pire de la tempête fut passé, Delphine se tenait dans la cuisine plongée dans l'obscurité, repliant des serviettes juste pour s'occuper les mains. Elle regarda vers le salon où une couverture et un oreiller attendaient sur le canapé. Et pour la première fois depuis longtemps, l'idée de rester, vraiment rester, ne lui semblait pas être une intrusion. C'était comme un nouveau départ. Le lendemain matin, le calme régnait, ce qui était rare. Une brume bâillait au-dessus des champs, comme si la terre elle-même avait pris le temps de respirer. À l'intérieur de la ferme des Brody, les enfants dormaient dans des piles de couvertures, éparpillées sur le sol du salon, les membres emmêlés comme des algues dans la marée. Une seule lampe projetait un cercle de lumière chaude près du canapé, où Delphine Renaud était allongée, les yeux déjà ouverts. Elle n'avait pas vraiment dormi. Le tonnerre était passé, mais quelque chose d'autre persistait. Pas de la peur, quelque chose de plus discret, quelque chose qui lui demandait si elle était restée trop longtemps ou pas assez longtemps. Dans la cuisine, Marceau était déjà en train de préparer le café. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Tu ronfles », dit-il d'un ton bourru, avec une pointe d'humour sous le capot. Delphine haussa un sourcil. « Non ». Il sourit. C'était peut-être l'un des jumeaux. Elle se servit une tasse et s'appuya contre le comptoir. Pendant un moment, ils restèrent debout dans un silence complice, écoutant les oiseaux entamer leur chant matinal. « Tu es resté ?» dit-il enfin sans la regarder. « Tu me l'as demandé ?» dit-il en hochant la tête. Puis il prit une longue gorgée dans sa tasse, comme si cela lui coûtait plus cher de dire merci que cela ne le devrait. Quand les enfants se réveillèrent, Delphine avait déjà préparé la moitié du petit déjeuner. Ils se précipitèrent vers la table dans leur chaos habituel, à moitié habillés, sauf Mathis. Il est arrivé en dernier, comme d'habitude, la chemise trop serrée dans son jean, les cheveux humides d'une douche rapide. Il a souhaité une bonne journée et s'est assis en silence, les yeux fixés sur le toast qu'il n'a pas touché. Delphine lui a passé le beurre sans un mot. Il l'a pris, mais n'a pas croisé son regard. Ce soir-là,
Un visiteur surprise a frappé à la porte. C'était Paul Kirchner, l'ami de longue date de Callan, et la personne la plus proche que leur coin reculé de Provence, et comme entrepreneur confident. Il est arrivé avec du fil de fer pour la clôture, et ses opinions habituelles sans détour. « J'ai vu ta cuisinière au marché », a-t-il dit en entrant, en secouant la boue de ses bottes. « C'est la tienne. » Marceau a serré les mâchoires. « Elle travaille ici. » Paul a souri d'un air, inconscient de la situation. « Tu ferais mieux de la garder. Ça sent à nouveau la vraie cuisine, ici. » Marianne serait impressionnée. L'atmosphère se crispa dans la pièce. Delphine, qui venait de poser un saladier de légumes verts frais sur la table, s'arrêta, mais ne dit rien. Les enfants étaient calmes, même les jumeaux. Marceau ne regarda pas Paul. Au lieu de cela, il dit d'un ton neutre « Nous sommes simplement reconnaissants de pouvoir manger ensemble. » Mais le fantôme était déjà là. Le dîner se déroula dans une grâce tendue. Delphine servit des bols de ragoût de bœuf, ses mouvements précis, son regard indéchiffrable. Marceau était assis en bout de table, parlant peu, les épaules crispées. En face de lui, Mathis mâchait mécaniquement, observant tout, l'observant elle. Finalement, il rompit le silence. Maman était meilleure pour ça. La question retentit comme un coup de tonnerre. Marceau leva brusquement les yeux. Quoi? La voix de Mathis était calme, trop calme pour quelqu'un qui cuisinait. Elle était meilleure. Marceau posa sa cuillère. Elle cuisinait des plats différents. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Delphine se figea, un plat à la main. Elle n'osait regarder aucun d'eux. La voix de Ken baissa. « Pourquoi tu demandes ça? Parce que tout le monde fait comme si rien n'avait changé, » répondit Mathis. « Comme si c'était normal maintenant de rire et de manger et de faire semblant qu'elle n'est pas partie. » Élodie baissa les yeux vers ses genoux. Léa serra sa cuillère plus fort. Les jointures de Marceau se crispèrent autour de son verre. Personne ne fait semblant. Mathis se leva brusquement. « Elle n'est pas notre mère. Arrête de faire comme si c'était le cas. » Delphine posa le plat, les mains légèrement tremblantes. Elle ne dit rien. Elle ne s'enfuit pas. Elle se contenta d'acquiescer une fois et commença à débarrasser les assiettes. Marceau resta assis, les yeux brûlants, partagé entre la colère et la honte. « Elle n'a jamais essayé de l'être, » dit-il. « Tu as juste supposé qu'elle le voulait. » Mais Mathis avait déjà disparu dans le couloir après que les enfants se soient installés, certains en larmes, d'autres silencieux. Delphine se tenait seule devant l'évier, lavant la vaisselle que personne n'avait salie. Marceau apparut à côté d'elle avec un torchon à la main, mais elle ne lui tendit rien. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Ce n'est pas ta faute. Il est en deuil. Moi aussi, » dit-elle plus pour elle-même que pour lui. Il la regarda d'un air sévère. « Je n'essaie pas de prendre la place de qui que ce soit, » poursuivit-elle. « Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qui est irremplaçable. » Marceau posa le torchon. Qui était-il? La main de Delaine s'immobilisa dans l'eau. « Mon fils Cole. Il a vécu 31 heures. La cuisine semblait se rétrécir sur elle-même. Je l'ai tenue dans mes bras. » Elle murmura d'une voix à peine audible jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Marceau resta longtemps, sans rien dire. Puis il prit le plat qu'elle tenait dans la main et l'essuya sans un mot. Plus tard, dans la nuit, Delphine posa une assiette devant porte de la chambre de Mathis. Juste un petit pain et une petite part de tarte aux pommes, pas de mots. Le lendemain matin, l'assiette était vide et soigneusement posée dans l'évier. Et cela, à sa manière discrète, était une réponse. Le samedi matin s'est levé avec l'odeur de la terre humide et quelque chose qui ressemblait au printemps dans l'air, timide, incertain, mais présent. Delphine Renaud se tenait debout devant le comptoir de la cuisine, seule, les manches retroussées, les mains dans un bol de pâte chaude. La fenêtre était entr'ouverte.
laissant entrer une brise qui sentait vaguement le pain et le dégel. Elle ne fredonnait pas, ne se pressait pas. Le pain, avait-elle appris, exigeait de l'attention, pas de la rapidité. De l'autre côté de la pièce, un cahier qui était ouvert sur la table. À l'intérieur, parmi les lignes griffonnées au crayon, se trouvait une recette, moitié à elle, moitié griffonnée, gribouillée par une enfant. Elle passa ses doigts dessus avant de le refermer. Ce n'était pas son écriture, c'était celle de Matisse. La veille, après la tempête, la maison s'était plongée dans un silence inattendu. Delphine était allée se coucher, pensant que le silence allait se prolonger, que le mur entre eux s'était solidifié. Mais ce matin-là, Matisse était apparu dans la cuisine, alors que le soleil était encore bas, en pyjama, tenant une vieille boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des tasses à mesurer, des cuillères et une fiche de recette tellement usée qu'elle était devenue translucide. « Ma mère m'a appris à faire ça », dit-il d'un ton bourru, en évitant son regard. « Mais j'ai oublié les étapes. » Delphine ne dit rien. Elle s'est juste écartée pour lui faire de la place. Il s'est assis à l'autre bout de la table et a regardé la pâte levée, les bras croisés, tapant du pied, anxieux, hésitant. « La levure, c'est bizarre, » a-t-il marmonné. Delphine a levé les yeux. « Oui, mais tu la nourris, et elle pousse. C'est un peu flippant. » Elle a souri. Le chagrin aussi, parfois. Il enfle quand on ne fait pas attention. Matisse ne répondit pas, mais il ne partit pas non plus. En milieu de matinée, les autres enfants furent réveillés par l'odeur du pain chaud et surpris de voir Matisse assis calmement à la table de la cuisine. « Tu fais du pain » murmura Élodie, comme si parler trop fort risquait de rompre le charme. Matisse haussa les épaules. « J'aide, c'est tout. » Léa grimpa sur les genoux de Dolène et jeta un œil par-dessus le comptoir. « Il y a des raisins secs ?»« Non, pas de raisins secs, » répondit Delphine. « Mais il y a du miel. »« C'est bien, » déclara Léa. « Les raisins secs sont sournois. » Toute la cuisine éclata d'un rire discret. Même Matisse laissa échapper un sourire qui fit hésiter Marceau dans l'embrasure de la porte plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il n'entra pas, il resta là, les bras croisés, le cœur faisant quelque chose d'inhabituel dans sa poitrine. Delphine tendit un couteau à Matisse et entailla le dessus. Il cligna des yeux pour faire une marque, une forme, n'importe quoi. Ça aide la croûte à se développer pendant la cuisson. Il hésita, puis traça une seule ligne, simple, délibérée, sur le dessus de la pâte. Delphine hocha la tête, propre, honnête. Il leva les yeux. Maman appelait ça le souffle. Elle disait que le pain avait besoin de respirer, sinon il se fendrait dans le mauvais sens. Elle avait raison. Ils glissèrent ensemble la plaque dans le four, leurs mains se frôlant brièvement. Pendant que le pain cuisait, les enfants jouaient bruyamment aux cartes dans le salon. Delphine lava les bols dans l'évier. La cuisine redevint plus calme, mais plus chaude. Matisse s'attarda. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda-t-il soudainement, les yeux fixés sur un rayon de soleil pris dans la poussière du rebord de la fenêtre. Delphine rinça le dernier bol et ferma le robinet. « Parce que j'en avais marre de cuisiner pour personne. » Il acquiesça lentement, digérant plus que la réponse. « Elle me manque, » dit-il. « Je ne veux pas l'oublier. » Delphine s'appuya contre le comptoir. « Alors ne l'oublie pas, mais tu es là maintenant. » Et tout le monde fait comme si tout allait bien. Elle marqua une pause. « Tu peux faire les deux, Matisse. Tu peux la regretter et laisser quelqu'un prendre soin de toi. » Il fronça les sourcils. « Et si ce n'est pas juste ?» Delphine s'approcha et ouvrit légèrement le four. L'odeur du pain frais emplit la pièce, riche, levée, dorée. Elle a laissé quelque chose de bon derrière elle, dit-elle. Cette famille, toi, c'est la partie que tu transmets. C'est ça qui est juste. Matisse ne dit rien, mais lorsque le pain sortit,
Il se tint à côté d'elle, posa sa main sur le gant de cuisine et l'aida à le soulever. Avec précaution, ils le posèrent sur la grille, en silence. Delphine lui tendit un petit couteau à beurre. « Tu veux que la première tranche ?» Mathis hésita, puis acquiesça. Il coupa lentement, pas très proprement, et lui tendit la moitié. « Toi d'abord, » dit-il. Delphine prit le morceau chaud et irrégulier, mordit dedans et laissa échapper un petit cri de surprise. « C'est bon ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « C'est bon », répondit-elle. « Tu as l'air surpris. Je pense juste à quel point ta mère serait fière. » Pendant un instant, quelque chose bougea derrière ses yeux. Trop rapide, trop délicat pour être nommé. Mais il se redressa légèrement, en prenant sa propre bouchée. Ce soir-là, Marceau regarda ses enfants manger avec appétit et vider leurs assiettes. Il regarda à sa droite, où Delphine était assise, les bras, la fleur, les cheveux ébouriffés, le rire libre, silencieuse. En face d'eux, Mathis lui offrait le beurre sans qu'elle le lui demande. Le geste était modeste, mais pour Callan Brody, c'était comme un tournant, pas seulement dans la pièce, mais en lui-même. Après le dîner, alors que le ciel prenait une teinte lavande, Marceau rejoignit Delphine sur les marches du porche. « Mathis ne laisse pas facilement entrer les gens, dit-il. Je n'essayais pas d'entrer. C'est probablement pour ça que ça a marché. » Une longue pause, puis d'une voix plus douce. « J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'en fais encore. » Delphine sourit à l'horizon. Le pain n'avait pas bien levé la première fois non plus. Il lui jeta un coup d'œil. « Oui, mais ça a quand même nourri quelqu'un. » L'appel téléphonique est arrivé un mardi, entre les restes de pain de viande et la promesse d'un début de printemps. Delphine venait de sortir un plateau de muffins aux myrtilles du four, lorsque son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle y a jeté un coup d'œil distrait, puis s'est figée. Numéro inconnu, Annecy Haute-Savoie. Son souffle s'est coupé. Elle s'est essuyé les mains sur un torchon et est sortie, laissant la porte moustiquaire se refermer derrière elle. « Bonjour », répondit une voix féminine. « M. Renaud, ici Suzanne Malister, de la maison de retraite Oak Pines. Nous avons essayé de vous joindre. » Le cœur de Delaine se serra. « Est-ce ma grand-mère ?» « Oui, son état s'est dégradé. Elle a eu un léger AVC ce matin. Elle est stable, mais vous devriez vous y venir rapidement. » Delphine s'appuya contre le poteau du porche, les jointures blanchissant autour du torchon. À quelle heure? Il y eut un silence. Ce soir, si possible, elle ne le dit pas tout de suite à Marceau. Au lieu de ça, elle finit de préparer le dîner comme elle le faisait toujours, tranquillement, avec précision et amour. Les enfants riaient en mangeant leur purée de pommes de terre. Mathis raconta même une blague. Léa récita un poème qu'elle avait inventé sur les poulets et les dragons. Élodie a aidé à servir le dessert. Delphine a ri. Elle a souri, mais elle n'est pas restée. Elle a accroché son tablier avec soin et a attrapé son sac fourre-tout. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle essuyait le comptoir une dernière fois. Marceau l'a rejointe dans le vestibule, le front plissé. « Tu sors tôt ?» Delphine n'a pas croisé son regard. « J'ai un imprévu. »« Qu'est-ce que c'est ?» Elle hésita. « Je dois aller en Haute-Savoie. La famille. » Son expression changea. Ce n'était ni de la colère, ni de la confusion. C'était autre chose. « C'est grave ?» Delphine acquiesça. « C'est ma grand-mère. Elle m'a élevé. » Il recula légèrement pour lui laisser passer. « Quand reviendras-tu ?»« Je ne sais pas. »« C'est pas. » Marceau serra la mâchoire. Il acquiesça, une fois, d'un signe sec. Elle passa devant lui, mais à la porte, elle s'arrêta. « Je ne pensais pas rester aussi longtemps, » dit-elle doucement. « Je ne pensais pas avoir besoin de toi, » répondit-il. Et tout à coup, le silence entre eux devint douloureux. Ce soir-là, la maison des Brody semblait trop calme. Les enfants le remarquèrent immédiatement. « Mademoiselle Delphine est malade ?» demanda Léa. « Non,
répondit Ken. Elle a dû rendre visite à quelqu'un. Elle va revenir, murmura Élodie. Marceau ne répondit pas, car il n'en savait rien. Le lendemain matin, le petit déjeuner fut un désastre. Les œufs brûlaient, le pain grillé prenait feu. L'un des jumeaux renversa du jus d'orange sur un bol de céréales sèches par erreur. Personne n'a ri. Marceau a essayé, vraiment, mais le rythme était cassé. Le centre de gravité avait changé, et il le sentait à chaque pas, qui ne résonnait pas tout à fait comme d'habitude. Il trouva un mot sur le frigo, une liste de repas pour les 3 prochains jours, écrite de la main, soignée de Delaine. Au bas de la liste, au cas où je ne rentrerai pas tout de suite. D. Cela ressemblait à un adieu. Les jours passèrent lentement. Delphine arriva en Haute-Savoie, sous un ciel gris, et la lumière des hôpitaux qui rendait même les personnes fortes pâles. Sa grand-mère, autrefois farouchement indépendante, la femme qui lui avait appris à enfiler une aiguille et à rôtir un poulet, était désormais petite et fragile. Elle parlait à voix basse. Delphine resta 2 nuits à la maison de retraite. La 3e nuit, assise près de la fenêtre, elle regardait le vent pousser les branches contre la vitre et ressentait l'étrange attraction d'un endroit qui avait été son foyer, mais qui ne l'était plus. De retour en Provence, elle avait 7 enfants qu'elle n'avait pas mis au monde et un mec qui ne disait jamais ce qu'il pensait. Et pourtant, c'était eux qui lui manquaient. Le 4e matin, elle a ouvert le garde-manger de sa grand-mère pour préparer le petit déjeuner et a fondu en larmes parce qu'il était vide, parce qu'il n'y avait pas d'empreinte digitale sur la porte du frigo, parce que personne ne se disputerait pour avoir le muffin du coin. Cette nuit-là, allongée dans le silence et l'obscurité, sa grand-mère, endormie à ses côtés, Delphine murmura dans la chambre « Je crois que j'ai oublié quelque chose. » Et pour la première fois, elle comprit que ce n'était pas quelque chose, c'était quelqu'un à la maison Brody. Élodie trouva un pot que Delphine avait laissé sur l'étagère du haut, de la confiture de pêche, avec un petit mot collé dessus, pour quand les toasts ont besoin d'un peu de magie. Elle le serra comme un trésor. Léa demanda à dormir avec l'un des gants de cuisine de Delaine. Mathis cessa de dire le bénédicte à voix haute pendant le dîner, et Ken, malgré son silence, se tint devant la porte de la cuisine. Un soir, après le dîner, il fixa l'espace vide à côté de la cuisinière et dit à voix haute, sans s'adresser à personne, « Rentre à la maison. » Delphine revint un dimanche après-midi, les bottes couvertes de poussière, le visage tiré par la route. Elle n'a pas frappé. Marceau a ouvert la porte avant qu'elle n'ait pu le faire. Aucun des deux n'a parlé. Il a reculé. Elle est entrée. La cuisine n'avait pu changer, mais elle, oui. Elle a posé son sac lentement, a pris une inspiration et a dit « Si je dois continuer à partir, tu ferais mieux de me le dire maintenant. » Marceau n'a pas bougé. Il n'a pas cligné des yeux. « Tu ne peux pas, dit-il enfin. Nous attendons déjà. » C'était le 1er dimanche d'avril que Delphine restait pour dîner. Pas seulement pour servir, pas seulement pour débarrasser, mais pour s'asseoir, pas au comptoir, pas en marge de l'action, mais à table. La chaise avait toujours été là, entre Mathis et Élodie. Mais ce soir-là, Marceau la tira délibérément. Il ne dit rien. Il se tenait juste derrière, une main posée légèrement sur le dossier en bois, attendant. Delphine hésita, une cuillère encore à la main. Elle ne savait pas si l'invitation était réelle ou symbolique. « Asseyez-vous, mademoiselle Delphine, c'est pour vous. » Léa gazouilla. La petite fille tapota le siège comme pour prouver qu'il lui appartenait. Les yeux de Marceau croisèrent ceux de Delphine à travers la table. « Vous l'avez mérité, » dit-il doucement. « Et vous aussi. » Delphine s'assit. Le repas était composé de poulet et de riz, avec des biscuits chauds, un plat simple que Ken avait essayé de préparer la semaine précédente. Les yeux de Marceau croisèrent ceux de Delphine à travers la table. «
Vous l'avez mérité, dit-il doucement. Elle s'assit donc. Le repas était composé de poulet et de riz, accompagné de biscuits chauds. Un plat simple que Ken avait essayé de préparer la semaine où Delphine était partie. Cette fois, c'était elle qui l'avait fait. Les enfants remarquèrent immédiatement la différence, mais personne ne le dit à voix haute. Ils se servirent simplement une deuxième fois et passèrent le beurre avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. De l'autre côté de la table, Mathis cassa son biscuit en deux et en poussa un morceau vers l'assiette de Delphine. Elle l'accepta sans un mot. C'était ainsi que l'on construisait des ponts dans cette maison, un geste de grâce à la fois. Une fois les assiettes débarrassées, Marceau se pencha sous la table et en sortit quelque chose enveloppé dans un torchon. C'était long, étroit, sculpté à la main. Le bois avait été poncé, lisse, teinté d'une couleur châtaigne chaude. Delphine avait l'air perplexe. Marceau déballait lentement le paquet, révélant une plaque en bois avec des lettres peintes et gravées soigneusement dans une écriture douce et courbée. Cette table nourrit 8 personnes. Dans le coin, il y avait une petite empreinte de main en forme de fleur scellée sous de vernis, des pièces de monnaie. « J'ai commencé quand tu étais parti, » dit Ken sans la regarder. « Je l'ai terminé hier. » Delphine toucha doucement la surface. Le bois était encore chaud de ses mains. Les lettres étaient imparfaites mais sincères. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Alors ne dis rien, » répondit-il. « Reste. » Plus tard dans la soirée, après que les enfants furent couchés et que la vaisselle avait été faite, sans que personne ne le demande, Marceau versa 2 tasses de thé, une sucrée et une nature, et rejoignit Delphine sous le porche arrière. L'air sentait l'herbe fraîche et la promesse de la pluie. Delphine enroula ses doigts autour de la tasse. « Je ne pensais pas que je reviendrais. Tu es revenu. Je n'étais pas sûr que tu me laisserais revenir. » Marceau se cala dans la chaise qui grinçait sous la véranda. Je ne savais pas si je saurais comment faire. Un long silence s'installa. Puis elle dit « Tu as sculpté quelque chose de permanent pour quelqu'un qui n'a pas promis de rester. » Il acquiesça. « Parce que je ne te demande pas de promettre, je te demande juste de continuer à revenir. » Delphine baissa les yeux vers sa tasse de thé. C'était la première fois que quelqu'un me demandait ça, sans rien demander en retour. « Rien en retour, » dit-il doucement. « Juste des biscuits, des chaises et des petites filles qui pensent que tu as accroché la lune. » Delphine rit, vraiment, et posa sa tasse à côté de la sienne. « Elle pense que tu l'as fait, toi aussi. » Il haussa un sourcil. « Je n'ai rien fait de bien depuis longtemps. Vous avez fait quelque chose de bien tous les jours depuis que je vous ai rencontré. » Elle dit, « Vous avez juste oublié de vous en attribuer le mérite. » À l'intérieur, la plaque avait déjà été fixée. Au-dessus, un nouveau pater était accroché au mur. À côté de 7 autres plus petits, il était légèrement plus grand et plus solide. Delphine ne l'avait pas encore vu, mais elle allait le voir. Le lendemain matin, elle arriva tôt. Le café était déjà en train de couler. La lumière du soleil éclairait le parquet de longs rayons dorés, et son tablier, un tablier gris clair, avec ses initiales brodées et un petit oiseau bleu, était accroché au 8e crochet. Delphine le prit lentement, comme si elle touchait quelque chose de sacré. Elle l'enfilait et commençait sa journée. Ce n'était pas un geste grandiose qui avait tout changé, c'était la façon dont Marceau commençait à entrer de la grange 5 minutes plus tôt, s'essuyant les mains sur le même torchon délavé et demandant « Tu as besoin de couper quelque chose ?» C'était la façon dont Delphine avait arrêté de mesurer la farine avec précision lorsque Léa avait insisté sur le fait qu'une grande cuillère d'amour rendait les crêpes plus moelleuses. C'était le clic discret d'une tasse posée à côté d'une autre, sans demander comment l'autre prenait son café. Et c'était un rire régulier maintenant,
comme une source qui n'avait plus peur de la fonte des neiges. Le mardi matin, Delphine entra dans la cuisine et trouva Marceau déjà au fourneau, en train de faire cuire du bacon avec plus d'assurance que de grâce. « Maintenant, tu te la pètes », dit-elle en accrochant son tablier au 8e crochet. Il sourit, sans lever les yeux. « Je me suis dit que si je le brûlais, tu te jetterais dessus, tu te précipiterais. Tu es malin. » Il lui versa une tasse de café et la lui tendit sans cérémonie. Du lait, un sucre. Elle cligna des yeux. « Tu t'en souvenais. Tu t'occupes de 7 enfants, d'un ex-pompier de mauvaise humeur et d'une maison pleine de portes qui grincent. Me souvenir de ta commande de café était le moins que je pouvais faire. » Delphine but une gorgée lentement en souriant, tirant sur les coins de sa bouche. Je pourrais m'y habituer. En milieu de semaine, le rythme entre eux avait évolué vers quelque chose de fluide, sans mots et intuitif. Elle se dirigea vers le frigo. Il ouvrit le tiroir. Elle remua la soupe pendant qu'il dressait la table. Un matin, Delphine tendit la main pour écarter une mèche de cheveux du front de Léa et heurta accidentellement Marceau qui se penchait pour ramasser une cuillère tombée par terre. Leurs bras se frôlèrent. Ils restèrent figés pendant une fraction de seconde, puis se détendirent, comme si ce contact était inévitable. « Je crois qu'on a enfin arrêté de tourner en rond », dit-il dans un souffle. Delphine leva les yeux et « Je n'ai plus peur de tomber ». Ce soir-là, ils préparèrent des roulés à la cannelle, de vrais roulés, moelleux, dorés, roulés par de petites mains impatientes et saupoudrés de sucre, comme de la poussière d'étoiles. La cuisine bourdonnait de la musique d'une radio rayée et du bavardage de 7 enfants, convaincus que leur rôle était le meilleur. Mathis s'est porté volontaire pour faire le glaçage. Personne n'a dit un mot à ce sujet, mais Delphine a vu la façon dont les épaules de Marceau se sont détendues, et lorsque Mathis lui tendit la cuillère pour goûter, Marceau croisa son regard depuis l'autre bout de la cuisine. C'est à ce moment-là qu'elle sut que c'était à nouveau chez elle. Il ne parlait plus beaucoup de Marianne, pas parce qu'elle avait été oubliée, mais parce qu'on se souvenait d'elle, n'est-ce pas? Son souvenir avait été incorporé à la pâte de leur quotidien, adouci et respecté. Rien de forcé, rien d'effacé. Un soir, Élodie a sorti un vieil album photo. « On veut le montrer à Mademoiselle Delphine », a-t-elle dit, en le tenant comme s'il contenait un trésor. Marceau s'est raidi légèrement. Delphine s'est arrêtée, les mains encore humides, d'avoir fait la vaisselle. « Seulement si tu veux », c'est Mathis qui lui avait dit qu'elle devait savoir d'où nous venions. Ils se sont assis par terre après le dîner. Les enfants, Delphine et finalement Marceau. Les photos étaient fanées, mais familières. Marianne sur une balançoire, les enfants en costume d'Halloween. Marceau tenant un bébé, Léa avec les cheveux plus longs et le visage plus rond. Delphine écoutait, posait des questions gentiment, riait quand il riait. Quand elle est arrivée à la dernière page, quelqu'un avait ajouté une nouvelle photo. Ils étaient tous les 8 à table. Delphine au centre, à sa place habituelle. Plus tard dans la semaine, Marceau la trouva dans le garde-manger en train de classer les épices par ordre alphabétique, ce que personne n'avait fait depuis des années. Il se pencha dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Tu te rends bien compte que le cumin se fiche bien de l'endroit où tu le ranges. » Elle ne leva pas les yeux. « Peut-être, mais moi, si, dit-il en inclinant la tête. Tu aimes l'ordre. J'aime l'amour déguisé en ordre, répondit-elle. Il entra. T'as déjà pensé à ce que ça ferait de rester? Elle se tourna vers lui. Tu me le demandes? Il hésita, sans le dire à voix haute. Delphine sourit doucement et avec assurance. Eh bien, quand tu le feras, je ferai semblant d'être surprise. Le samedi, la famille fit un pique-nique à l'orée du pré. Le soleil était chaud, mais pas brûlant. L'herbe
se réveillaient encore de l'hiver. Ils étendirent une couverture usée. Delphine passa les sandwichs. Léa distribua les jus de fruits. Les jumeaux jouaient à chat sans règle. Mathis s'appuya contre un arbre, dessinant quelque chose que personne ne lui demanda de montrer. Marceau s'assit à côté de Delphine, assez près pour la toucher, mais sans la toucher. « Il y a beaucoup de bruit, dit-il. » Elle regarda autour d'elle. « C'est plein de vie. » Il expira. « Parfois, j'ai encore l'impression que je tiens tout ça avec du scotch et des prières. » Elle se tourna vers lui, le regard clair. « Tu ne tiens pas tout ça, Marceau. Tu as construit quelque chose de nouveau, à partir de morceaux brisés, et c'est plus solide qu'il n'y paraît. » Il déglutit péniblement. « Ça me fait peur. » Elle tendit enfin la main, refermant l'espace qui les séparait, posant sa main légèrement sur la sienne. « Ça me fait peur aussi. Mais ça, dit-elle en montrant le chaos, la joie, les miettes dans l'herbe, ça vaut la peine d'être courageux. » Cette nuit-là, alors qu'ils nettoyaient la cuisine ensemble, Marceau trouva un bout de papier glissé sous la boîte à pain. C'était un mot, l'écriture de Léa. Quand les gens s'aiment, ils se préparent des toasts. Marceau tendit la note à Delphine sans un mot. Elle rit, puis la plia soigneusement et la glissa dans le livre de recettes entre les rouleaux à la cannelle et le poulet au riz, là où elle avait sa place. Le matin de Pâques arriva avec une lumière douce et le chant des oiseaux, le genre de matinée qui donne l'impression que tout est un nouveau départ. Marceau Brody se tenait dans cuisine, pieds nus sur le parquet froid, retournant des pancakes qui n'étaient pas parfaitement ronds, mais ça n'avait pas d'importance. Il avait laissé Delphine dormir, ce qu'elle s'accordait rarement, et pour laquelle il avait dû la convaincre, avec une insistance tranquille et un baiser sur le front. C'était un baiser nouveau, mais il ne lui avait pas semblé étrange. Il lui avait semblé inévitable. Les enfants s'étaient mis à chuchoter ces derniers temps. Des conversations à voix basse dans les coins, des regards secrets, des demandes bizarres pour des tubes de colle et du ruban. Quelque chose se tramait. Marceau soupçonnait une surprise, mais il ne s'attendait pas à ce qu'on frappe à la porte à 9 heures pile, juste au moment où il posait la dernière assiette sur la table. Il ouvrit la porte et trouva le pasteur Riley et sa femme Ruth debout, avec un bouquet de marguerites et 2 plats recouverts de papier aluminium. « Nous avons entendu dire que vos cuisiniers faisaient des miracles, » dit Ruth, rayonnante. Marceau sourit. « C'est pas une cuisinière, c'est Delphine. »« Eh bien, » dit le pasteur en intervenant, « j'espère qu'elle est prête à être célébrée. » Le salon se remplit rapidement. Des amis du village, des voisins avec des casseroles, des enfants dans leurs plus beaux habits du dimanche, qui ne pouvaient pas rester en place. La maison Brody, autrefois calme et vide, bourdonnait maintenant de vie et de couleur. Delphine apparut dans l'embrasure de la porte au moment où Ruth posait une couronne de fleurs sauvages sur la tête de Léa. Ses cheveux étaient ébouriffés et ses joues rougies par le sommeil. Elle clignait des yeux devant la foule, émerveillée. « C'est quoi tout ça ?» demanda Élodie en lui tirant la main. « On t'a fait une surprise. » Delphine suivit l'enfant dans la salle à manger, où la table avait été décorée de 7 de tables faits main, chacun dessiné par un enfant. Le sien était à la tête de table. Au-dessus, une nouvelle pancarte était accrochée, écrite en lettres épaisses et imparfaites. « Notre famille est au complet. Grâce à vous. » Delphine fixait l'une des mains, couvrant sa bouche. Marceau s'approcha derrière elle et lui murmura à l'oreille. Il voulait te dire ce qu'il ressente. Elle se tourna vers lui. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Il n'hésita pas. « J'ai envie de vieillir à tes côtés plutôt que de passer un jour de plus à faire semblant que ce n'est pas vrai. » Elle retint son souffle. Marceau sortit une petite bague de sa poche. Ce n'était pas un diamant, mais un mince anneau en argent martelé à la main, avec une minuscule gravure à l'intérieur, un repas à la fois.
Il ne s'agenouilla pas, s'agenouilla pas. Il l'attendit simplement, le regard fixe. Je te demande pas d'être quelqu'un que tu es pas. Je te demande pas de réparer ce qui peut pas l'être. Je te demande juste de continuer à cuisiner à mes côtés. Continue à t'asseoir à table. Continue à revenir. Delphine pleura pas encore. Elle prit la bague, la glissa lentement à son doigt et murmura « Je ne suis jamais partie ». La fête était désordonnée et magnifique. Des plats apportés par les invités étaient alignés sur le comptoir. Des assiettes dépareillées cliquetaient. La limonade se renversait sans excuse. Léa porta un toast avec du lait chocolaté. Mathis raconta une blague qui fit rire tout le monde. Les jumeaux se lancèrent dans une bataille de crème fouettée qui se termina par des éclats de rire et des nettoyages. Marceau et Delphine se déplaçaient parmi les invités comme un couple qui marche au pas depuis des années. Personne n'a fait de discours, personne n'en avait besoin, car la table disait tout. Ce soir-là, quand la maison s'est vidée et que les étoiles ont pris leur place, Delphine s'est tenue sur la véranda arrière, les bras autour d'elle, regardant le vent souffler dans les arbres. Marceau l'a rejointe avec 2 tasses de thé. « Demain, c'est lundi », a-t-elle dit. « C'est la rentrée. Les boîtes à lunch. Les miettes sous l'évier. » Il a souri. « Tu veux toujours ça? Tout ça ?» a-t-il dit. « Même les raisins secs. » Delphine a ri, dit-elle. « C'est la rentrée. Les boîtes à lunch. Les miettes sous l'évier. » Il sourit. Le retour à la vraie vie. Elle acquiesça. « Tu veux toujours cela? Tout cela ?» dit-il. « Même les raisins secs. » Delphine rit de bon cœur, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. « Tu es sûr ?» Il s'approcha d'elle et lui toucha la main. « Je veux une vie ordinaire, avec toi. » À l'intérieur, la cuisine était éclairée par la douce lumière. 7 sacs à dos étaient en suspendu, bien rangés. 8 tabliers attendaient, et au centre de la table, entouré des miettes et des empreintes digitales d'une vie bien remplie, se trouvait un petit mot plié, écrit de la main de Léa. On ne savait pas qu'on avions à nouveau besoin d'une maman. Mais maintenant, on en a besoin. Reste avec nous. Delphine la ramassa, la serra contre son cœur et murmura « Je suis déjà restée. » Et parfois, les miracles les plus extraordinaires se produisent juste autour d'une table. Merci d'avoir lu cette histoire. Elle parle du pouvoir guérisseur de l'amour et de la façon dont un repas chaud peut ouvrir la porte à quelque chose de bien plus grand. Où dans le monde êtes-vous aujourd'hui? Prenez un moment pour nous dire bonjour dans les commentaires. On aimerait avoir de vos nouvelles. Si cette histoire t'a touché, pense à t'abonner pour nous rejoindre la prochaine fois. On a plein d'autres histoires à partager avec toi, de notre famille à la tienne. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.